Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la peur du conflit, faire face à la compulsion Énéagramme 9, qui en réalité nous concerne tous lorsque l'on est déjà en phase évolutive. Et puis on va aussi apporter, on va dire, une vision un peu plus profonde. On va essayer de dézoomer avec cette notion de conflit et regarder où est l'origine de ce conflit, voilà. Et c'est-à-dire de ce malaise, de ce stress, que l'on peut tous ressentir au quotidien, qu'on aille bien ou pas, que nous avons l'impression, pour le dire ainsi, de réussir notre vie ou non. Eh bien, il y a chez l'immense majorité d'entre nous, on va dire, une forme d'incomplétude, de manque, de stress, d'anxiété, d'angoisse, et nous allons regarder peut-être l'origine de ce stress, de ce conflit interne d'ailleurs. Voilà, on va l'exprimer comme ça. Donc c'est sans prérequis, c'est très important. Cet atelier est destiné pour tous, débutants un peu plus avancés, ou simplement si vous voulez effectivement approfondir toujours davantage. Je sais aussi que certains thérapeutes me suivent. Donc de bon cœur, les informations partagées ici sont déjà les vôtres si elles résonnent, si elles vous parlent. Donc effectivement, la peur du conflit, c'est la compulsion Énéagramme 9, et on pourrait avoir l'impression que, eh bien, elle ne nous concerne pas tous. D'un certain point de vue, on va voir tout à l'heure qu'elle nous concerne vraiment tous. Voilà. Donc, je ne représente pas l'énéagramme, c'est important. On n'est pas un numéro, voilà, c'est la découverte, l'énéagramme, entre autres, dont le mental filtre l'expérience. Je pense que c'est très important, ça, de garder ça en tête. Ça peut être cuisant pour l'ego, ça peut être une piètre nouvelle, l'énéagramme, si vous pensez n'être qu'un mental, parce que découvrir notre profil énéagramme, c'est découvrir la manière dont on voit les choses, mais on pensait que c'était unique. En réalité, eh bien, il y a des millions de 4, des millions de 8, des millions de 7, etc. en France, rien qu'en France. Donc oui, si de bon cœur vraiment on se penche sur l'énéagramme, au bout d'un moment, nous trouvons notre profil. Et d'ailleurs, découvrir ce profil, eh bien, peut être un peu, encore une fois, lourd pour l'ego, parce que l'ego se veut différent. Donc l'énéagramme déjà peut représenter un conflit, on va dire interne, personnel, parce que je ne veux pas être un numéro, je veux être unique. Alors ça, c'est la problématique un peu du 4, vouloir être unique et différent, mais en réalité, nous voulons tous avoir raison d'une manière générale, et nous voulons tous, eh bien, vivre de la séparation à niveau mental. Parce que effectivement, le mental ne peut fonctionner que dans la séparation. Et il y a sans doute de la joie dans la dualité, mais il y a aussi une joie, sans aucun doute, dans la non-dualité. Dans le sens où le mental, si vous regardez bien, va créer des points de focalisation. Dans le lieu où vous êtes, il y a des objets, je suppose. Et bien à partir du moment où vous les étiquetez mentalement, vous regardez le passé. Vous n'êtes plus là. Vous êtes en conflit avec le réel, puisque vous identifiez les objets, et à partir du moment où vous les regardez attentivement mentalement et que vous les étiquetez, vous vous séparez du reste. Donc, on pourrait dire que le mental, d'une certaine manière, qui encore une fois est un outil merveilleux, si nous n'avons pas de mental, nous ne pouvons pas fonctionner réellement dans ce monde-là. C'est le mental qui crée le monde, d'une certaine manière. Donc, s'il n'y a plus séparation, eh bien, je ne peux plus goûter aux joies de la dualité. Concrètement, si je ne me prends pas pour un homme, je ne peux plus avoir d'enfant. Si je ne me prends plus pour une femme, je ne peux plus avoir d'enfant. Je ne peux plus avoir, on va dire, une profession. Avoir une histoire, ça permet aussi de jouer dans la vie, d'une certaine manière. Un petit clin d'œil au 7. Voilà. D'ailleurs, on dit que le 7 n'a qu'une guerre à gagner. Lui qui vit beaucoup au niveau mental, comme les autres, bien sûr, c'est la guerre des idées. Et c'est vrai que le mental veut avoir raison. Si le mental étiquette quelque chose
Et le mental fonctionne par paire d'opposés, juste, faux, grand, petit, chaud, froid. Si effectivement le mental a étiqueté quelque chose, alors ensuite il défend ce point de vue. Vous avez derrière tous les conflits internationaux, derrière le mental, bien évidemment, puisqu'il y a une identification à un point de vue. Et plus cette identification est forte, et plus on souffre, et plus on est en conflit avec la vie d'une manière générale. Donc, le mental est un outil merveilleux, mais à partir du moment où il y a naissance du mental, alors il y a séparation, donc conflit. Donc, le problème n'est pas d'avoir un mental, parce que c'est un outil merveilleux. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai donné mon point de vue, l'autre, d'une manière générale, soit est d'accord avec moi, soit n'est pas d'accord avec moi, mais même si le mental de l'autre est d'accord avec le mien, au bout d'un moment, ça m'est insupportable, parce que le mental veut vivre de la séparation. Je donne souvent l'exemple de ces deux musicologues qui vont se retrouver autour d'un verre de vin, et ils ont étudié Mozart en long, en large et en travers, et vous les retrouvez à 18h avec un petit verre de vin blanc, et c'est une discussion très joyeuse, très harmonieuse. Et puis vous les retrouvez 2 heures plus tard, et bien ils se disputent comme des chiffonniers. Parce que le mental, d'une manière générale, eh bien, ne veut pas être longtemps d'accord avec l'autre. Donc le premier conflit, nous le créons dès que nous avons une identification mentale. Donc le problème n'est pas d'avoir effectivement des pensées, mais plus on pense avoir la raison, plus l'ego est gros, hein, l'ego c'est la somme de toutes les pensées, plus l'ego est gros et plus il y a du conflit. Ainsi, nous avons, on pourrait dire, 9 grandes formes de conflit, assez grossiers d'ailleurs. Ainsi, on pourrait dire, eh bien, le 6 pourrait dire, ben, moi je suis quelqu'un de loyal. Voilà. Et je suis des règles fortes avec les miens. On a créé quelque chose, on avance ensemble. C'est-à-dire, les autres ne sont pas loyaux. Ah oui, mais moi, c'est pas pareil. Et le 1, par exemple, on peut prendre quelques exemples. Le 1, c'est le perfectionniste, le réformateur. Il dit, moi, je fais toujours de mon mieux. Et je suis droit, travailleur, et je me repose peu. Mais les autres aussi travaillent potentiellement. Mais quand on sait identifier une histoire, eh bien, cette histoire, on veut la nourrir. On veut la nourrir. Et forcément, cette histoire vient très facilement en conflit avec l'histoire de l'autre, qui lui-même nourrit une histoire, une autre identification mentale. Ainsi, le 3, lui, on le dit le compétiteur, c'est celui qui veut briller, réussir. C'est celui qui veut avoir des trophées. Et les trophées du 3, forcément, vont être en compétition avec les trophées des autres. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais l'énéagramme, par chance, nous propose des chemins évolutifs. Et les chemins évolutifs, forcément, c'est libérer nos blessures, donc c'est libérer ces conflits internes, etc. Est-ce vraiment certain? Parce que oui, on souffre quand on est en involution, mais quand on est en phase évolutive, il y a souffrance, il y a stress. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple. Le 5, par exemple, c'est le penseur. Le 5 ou le 4, par exemple, qui ont tous les deux besoin de matérialiser concrètement, de rentrer dans quelque chose de plus terre à terre, pour des raisons différentes. Hein. Le 4 il pense beaucoup, il est beaucoup dans l'imaginaire, et voilà, il a besoin à un moment donné de mettre ses connaissances aussi, lui aussi, on va dire, ses passions à profit pour les autres. Le 5 aussi, hein, c'est l'homme de science, il a besoin de partager ses connaissances, il a besoin de dépasser une peur
qui est forte chez lui, c'est la peur effectivement de créer enfin, de s'appauvrir d'une certaine manière s'il confie ses connaissances, une croyance limitante à dépasser. Bref, on aurait pu prendre bien d'autres exemples, hein, les autres chemins évolutifs, mais tous les deux, bien forcément, ont besoin de poser les pieds sur terre et de matérialiser, effectivement, c'est le début de leur chemin évolutif. Ils s'intègrent tous les deux dans le centre instinctif, représenté par les points 8, 9, 1. Mais ça crée du conflit, ça. Plus vous prenez votre place, plus vous réussissez, et plus potentiellement vous rentrez, votre univers, pour le dire ainsi, rentre en conflit avec l'univers de l'autre. Donc vous êtes sur un chemin évolutif, potentiellement vous avez réussi beaucoup de choses, vous avez, on va dire, sur ce plan manifesté, bien effectivement, mis des choses en œuvre, et forcément ça peut créer du conflit, et du stress, donc un conflit interne ou un conflit externe. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas rester forcément toute la journée assis à ne rien faire, à regarder le ciel ou à méditer. C'est pas ça qui est proposé. C'est juste que c'est bien de jouer, c'est bien de réussir et sans doute d'atteindre des projets. Et c'est vrai que au début, l'énéagramme peut vraiment montrer vraiment le chemin. Hein, ça balise bien le chemin que nous avons à suivre. Mais plus on est identifié mentalement à nos réussites, et plus potentiellement il y a souffrance derrière. Je pense que c'est important ça de garder potentiellement ça en tête. C'est-à-dire que le conflit, malheureusement, fait partie de la vie. Alors bien sûr, on va pouvoir parler du 9, puisque c'est quand même la compulsion énéagramme 9. On va donner un petit exemple amusant pendant 1 minute ou 2. C'est que le 9, au bout d'un moment, on se rend compte que si il prend sa place, oui, il va créer du conflit. S'il prend sa juste place, hein, parce que vous avez des 9 qui sont très actifs, mais c'est vraiment une question de s'occuper de l'essentiel, de s'occuper presque de soi. Eh bien, ça va créer une forme de conflit. D'une certaine manière, il va y avoir des choses à dépasser, ça va mettre des blessures, ça va faire sortir de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la peur, des choses comme ça, bien sûr. Mais le 9, s'il ne prend pas sa place, il crée du conflit aussi. Parce qu'au bout d'un moment, les gens peuvent lui faire remarquer que c'est quand même fou que tu n'aies pas réussi à prendre ta place dans la vie avec ton niveau d'études. C'est quand même fou, tu as bac plus 8, c'est quand même chaud là. Hein. C'est quand même dur que tu en sois là aujourd'hui. Donc, pour ne pas créer du conflit, eh bien, le 9 est resté un peu en retrait, ou a donné beaucoup de temps aux autres, puisque d'une certaine manière, pour le 9, tous les moments se valent. Donc il se dit que s'il se concentre sur quelque chose en particulier, longuement et durablement, ça va créer du conflit. Là aussi, c'est un peu des croyances inconscientes, plus ou moins inconscientes à dépasser. Donc il se dit que prendre sa place, effectivement, avec son bagage, avec son bac plus 8, ça va créer du conflit. Oui, c'est vrai. Mais ne pas prendre sa place avec son bac plus 8 va être peut-être lourdement critiqué par ses proches qui lui disent au bout d'un moment, c'est inadmissible. C'est pas normal, tu passes à côté de quelque chose. Et là aussi, effectivement, la personne qui exprime ce point de vue, est en conflit avec notre 9, dont on parle maintenant, parce que son mental, est identifié à un point de vue. Et plus vous défendez un point de vue, plus il y a du conflit. Et d'une manière générale, on dit parfois autour de l'énéagramme qu'il y a, ça vous le retrouvez même dans la littérature contemporaine de l'énéagramme, vous avez, on va dire, 3 niveaux. Vous avez un niveau, on va dire, involutif, quand ça va très très mal, un niveau moyen où le mental souffre d'une manière générale, il y a toujours des peurs, des colères, des tristesses, c'est toujours compliqué. Enfin, sauf si on sait justement libérer de l'identification mentale, on va y venir tout à l'heure. Donc, 3 niveaux, généralement. Il y a le niveau involutif. Voilà, vraiment, là, on a presque besoin d'aide pour continuer à avancer. Un niveau moyen où le mental souffre, mais enfin, il peut fonctionner sans trop, on va dire, déranger les autres. Et puis, un niveau, on va dire, évolutif, c'est les chemins évolutifs. D'ailleurs, je prendrai le temps de... j'ai pas fini les vidéos, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Les chemins évolutifs, j'ai fait que le 4 pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'instant T.
Et effectivement, c'est fascinant parce que les chemins évolutifs, c'est fort, hein, parce que ça marche, hein. C'est là où vous voyez vraiment que l'énéagramme, c'est une figure cosmologique, hein. C'est vraiment vous pouvez y déposer vraiment beaucoup de connaissances, c'est un outil prévisionnel magnifique. Mais il y a quand même un quatrième niveau, même si vous voulez, justement, la conscience que nous sommes, elle travaille toujours en harmonie au sein de notre organisme. Cette conscience que nous sommes travaille en harmonie même quand le mental est dans le sommeil profond. Donc elle, si vous voulez, et c'est notre nature première, c'est justement d'être en harmonie. C'est de ne pas être en conflit. C'est-à-dire c'est un miracle qui se joue à chaque instant, à chaque nanoseconde, au sein de l'organisme. C'est sans doute été un peu vulgarisé, simplifié par, on va dire, le mental rationnel, qui est dépassé, hein, par cette magie absolue, quoi. Je ne sais pas comment on pourrait employer d'autres mots. C'est fou ce qui se passe au sein de l'organisme. Les cellules travaillent entre elles, enfin c'est fou. Pour maintenir l'homéostasie au sein de l'organisme, c'est extraordinaire. Donc peut-être notre nature première, si on garde vraiment un regard terre à terre, hein. Après, si forcément on a un regard spirituel, forcément c'est... Et si on garde vraiment un côté terre à terre, eh bien on pourrait dire, c'est-à-dire nous sommes un corps, ce corps-là, eh bien notre nature première, la conscience que nous sommes, qui habite notre corps, eh bien travaille en harmonie. Et le mental, qui est un outil merveilleux, crée de la séparation, donc du conflit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller observer. Donc ce quatrième pilier, enfin ce quatrième niveau, mais qui n'est pas un niveau, parce que la conscience n'a pas de niveau en soi, elle est déjà en harmonie, elle est déjà pleine. Voilà. C'est très difficile d'en parler de la conscience, donc je préfère ne pas le faire. Enfin, on ne peut pas réellement, en fait, parler de la conscience. Eh bien, le niveau de la libération, eh bien, c'est la libération de l'identification mentale, la libération du point de vue, de la focalisation. C'est-à-dire qu'il y a après une action spontanée. Le mental est toujours là, le mental existe toujours, il est toujours disponible. Heureusement, ça nous permet de goûter aux joies de la dualité, mais nous ne sommes plus, on va dire, identifiés, on va dire, à un point de vue. C'est-à-dire, nous l'avons donné et nous le défendons plus. Et à partir du moment où vous ne défendez plus un point de vue, alors naturellement, vous devenez libre. On peut l'exprimer comme ça. Mais il y a une action spontanée. Il y a une action qui s'impose d'une certaine manière. Je prends parfois l'exemple des animaux qui s'occupent naturellement de leur bébé, de leur progéniture, enfin je ne sais pas comment dire, voilà. Et ça se fait spontanément. Et ils n'ont pas lu 17 livres sur la petite enfance. Alors, lire des livres sur la petite enfance, c'est super, faites-le, hein, si ça vous parle. Mais d'une manière générale, certains d'entre nous, certaines mamans n'ont pas lu tous ces livres-là, et pourtant, il y a l'action qui se fait spontanément, ça veut se faire. Eh bien, là, c'est pareil. C'est-à-dire, le mental reste disponible, mais par contre, d'un certain point de vue, on pourrait dire que on ne défend plus rubis sur ongle, pour le dire ainsi, eh bien, un point de vue. Mais par contre, pour vous, il y a toujours une action spontanée qui est possible. Et effectivement, pour arriver à ça, ça passe pour certains d'entre nous par de la méditation, par de l'hypnose, par une approche que je vais beaucoup partager quelque temps, qu'on peut appeler ni ceci ni cela. C'est une méthode pour se libérer du mental. Alors, se libérer du mental, ça ne veut pas dire l'éteindre à jamais. Ça veut dire que ça devient un outil. C'est-à-dire le moment, et je vous le souhaite de tout cœur, le moment où le mental redeviendra un objet, c'est-à-dire quelque chose que vous utilisez. C'est-à-dire le jour où vous n'êtes plus sous son emprise. Parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, essayons de ne pas penser pendant 10 secondes. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment très très complexe.
Vraiment, ça fuse dans tous les sens. Nous le savons aujourd'hui. Ça a été étudié. Donc le jour, effectivement, où, on va dire, ce besoin de défendre mon point de vue, c'est l'ego, d'une certaine manière, eh bien, est redevenu au service de la vie, parce que l'ego ne peut pas disparaître. L'ego, c'est l'identification à un moi. Ça commence par se prendre pour un être humain. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un minimum d'identification au fait d'être un être humain, vous ne pouvez plus avancer dans le monde. Donc, d'une manière générale, nous sommes ici, il semblerait, sur Terre, et la dualité fait partie de l'humain. Par contre, si effectivement le mental est vu comme un objet, le conflit disparaît. Ici s'arrête ce petit moment de partage spontané. Dans la littérature de l'énéagramme, même contemporaine, on vous parle méditation, hypnose, alors ni ceci ni cela, je vais beaucoup partager là-dessus dans quelques temps, pour bien faire disparaître l'énéagramme. Voilà, parce que si réellement je ne suis plus identifié à un point de vue, alors l'énéagramme est quelque chose qui m'a lourdement, très lourdement, très positivement accompagné, mais vient un moment donné où je ne suis plus à proprement parler ni 4, ni 6, ni 2, ni 3, mais dans une action spontanée. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la libération. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Un petit pouce, vous abonner. Voilà, si vous passiez par là par hasard. Au revoir.